Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voilà déjà à un peu plus de la moitié de l'année. En cette période, j'aime beaucoup faire le point sur les mois passés. Ce que j'ai fait ou pas, ce que j'ai réussi ou pas, ce sur quoi j'ai évolué ou pas. Est-ce que tu prends le temps de te poser pour voir si tes actions sont alignées à ce que tu veux dans la vie? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à essayer. Faire les choses en conscience peut grandement aider à atteindre ses objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Qui dit été dit vacances, ou du moins repos. Alors cet épisode est le dernier avant la rentrée. Je t'ai préparé le premier épisode collectif asynchrone du podcast et j'aimerais beaucoup avoir ton retour dessus. J'en ferai d'autres si ce format te plaît. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas encore mentionné sur le podcast, mais dans les notes de l'épisode, tu pourras retrouver un lien pour m'envoyer les sujets qui t'intéressent. J'ai donc le plaisir d'accueillir pour cet épisode 3 personnes que j'apprécie beaucoup. Si tu ne les connais pas, je t'invite à prendre contact avec eux. Il y aura Mélina Dupont, conceptrice pédagogique freelance depuis quelques mois. Son truc, c'est le numérique responsable. Ce que j'aime chez elle, c'est sa douceur, son professionnalisme et sa valeur environnementale. Ensuite, on aura Miura Rakotomalala. Tu l'as peut-être déjà entendu lors d'une interview. J'ai rarement vu une personne aussi déterminée au moment de son lancement en freelance. Un état d'esprit au top qui te donnera sans doute envie de la rencontrer. Et enfin, Jonathan Huguenin, créateur de e-Learning Impact. Il a une newsletter et une chaîne YouTube que je t'invite absolument à découvrir. Et il a surtout une personnalité ultra généreuse. Le principe est simple. Je vais poser les questions et puis je te passerai les retours que j'ai pu avoir du coup par rapport à ces questions de la part des personnes que je viens de te présenter. Je te souhaite une bonne écoute. Quels sont selon toi les grands sujets digital learning des prochaines années? Je pense qu'il y a 2 sujets qui vont venir dans les prochaines années en termes de digital learning. Le premier, pour moi, ça sera la co-création de formation. Aujourd'hui, on est souvent plus dans un rapport concepteur pédagogique commanditaire et on n'inclut pas encore assez les apprenants. Des fois, on n'y a pas accès du tout aux apprenants. Et aux formateurs qui vont aussi accompagner la progression des apprenants. Les dirigeants ont une idée et c'est très important de l'intégrer, d'intégrer la stratégie d'entreprise, mais ce n'est pas la seule composante à prendre en compte pour moi pour créer une formation, parce que le risque, c'est vraiment de créer des formations hors sol qui ne parlent pas aux apprenants, qui soient bons d'un point de vue pédagogique, mais qui ne couvrent pas leurs besoins. Donc voilà, ça c'est un des premiers points. Le deuxième point qui me tient vraiment à cœur et qui va être pour moi une obligation, ça va être la sobriété numérique. Le fait que les ressources sont limitées est une réalité, elle n'est plus à prouver. On ne peut pas continuer à produire des volumes de données toujours plus importants, au risque de devoir de coup avoir des appareils toujours plus puissants. Il va falloir produire de manière plus juste, d'où l'importance de la co-création, et de manière raisonnée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix en termes de médias et de pertinence en fait. L'audio peut bien souvent remplacer des vidéos face caméra par exemple. On peut beaucoup alléger les supports en termes de poids et même en termes de gestion de projet. On peut penser la gestion de projet pour alléger les flux de fichiers et donc l'impact du numérique sur la planète. Il y a cette grande tendance du métaverse. Personnellement, je ne pense pas qu'elle soit durable d'un point de vue des ressources qui sont limitées. Pour moi, les grands sujets digital learning des prochaines années, ça va être vraiment de bien adapter les contenus en fonction des besoins des apprenants. En fait, on se rend compte que souvent dans les organisations, il y a des formations qui sont dispensées, qui sont proposées aux collaborateurs, mais que ces formations-là ne sont pas forcément adaptées et ne répondent pas complètement aux besoins,
Et souvent, on passe à côté et les collaborateurs donc, développent des compétences, mais c'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. Et le fait de proposer des briques qui seront personnalisées et qui pourront vraiment répondre à leurs besoins, tout en bénéficiant d'un socle commun avec leurs collègues, c'est gage d'engagement, de motivation et de se dire que le parcours qui lui a été proposé est vraiment adapté et lui permet d'avoir un parcours bien défini, structuré et qui le motive à aller jusqu'au bout. Un deuxième sujet pour moi qui, je pense, va énormément se développer, c'est surtout tout ce qui est réalité augmentée et réalité virtuelle. Aujourd'hui, on est dans un monde d'instantanéité et c'est vrai qu'il y a des métiers, et je pense notamment aux métiers qui sont éloignés, en fait, aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, des métiers dits en tension, pénuriques où on a du mal à recruter. Et c'est vrai que le fait de passer aussi par l'innovation et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, ça permettrait notamment déjà de simuler des choses existantes pour aider l'apprenant à se projeter dans un environnement qu'il ne connaît pas, le rassurer aussi par rapport aux gestes à faire, à exécuter, aux bonnes pratiques et aux mauvaises pratiques. Et ça, je pense qu'on est dans un monde où vraiment on a besoin de se familiariser avec l'environnement. Et pour cela, toutes ces nouvelles, entre guillemets, technologies-là qui existent encore vont être amenées à se renforcer et même dans des domaines d'activité où on n'aurait pas forcément pensé. Et enfin, un autre sujet digital learning, je dirais aussi corrélé à tout ça, c'est vraiment tout ce qui est un peu marketing de la formation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les OF, que ce soit dans les entreprises même, c'est vrai que le fait de communiquer sur les formations, bien communiquer dessus, bien préparer son plan, sa stratégie aussi digitale pour faire connaître un petit peu la formation, pour faire en sorte vraiment de rassurer en fait l'apprenant de A à Z, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien maîtrisé partout. Et je pense aussi qu'on tend vers ça, vraiment à apprendre à bien marketer pour donner aussi envie aux apprenants d'apprendre, pour donner aussi envie de faire susciter le besoin pour inclure encore plus les managers, les directions, pour qu'elles se sentent vraiment impliquées dans ce plan et que ce ne soit pas que corrélé au service formation, par exemple, que ce soit en entreprise, aux directions RH. Coucou Delphine et merci pour ton invitation. Alors quels sont selon moi les grands sujets du digital learning dans les prochaines années ? Grande question, c'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses avec les learning data, notamment avec XAPI et les LRS qui se démocratisent beaucoup. Et je pense que ça va être passionnant parce que en récoltant comme ça des belles données d'apprentissage, eh bien on va être capable de faire du renforcement, d'améliorer considérablement certaines lacunes d'apprentissage, etc. Et ça, je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et je pense même qu'il va y avoir des vraies spécialités dans cette voie-là et de plus en plus de spécialistes des learning data. Alors après, je pense aussi qu'il faut faire attention parce que dans les learning data, on entend data. Et c'est vrai qu'on a vu un petit peu tout et n'importe quoi se faire ces dernières années avec les données. Alors je pense qu'il faut un certain cadre d'une certaine façon, mais je pense aussi que c'est surtout à nous, en fait, les professionnels de la formation, de faire attention aux données récoltées, à ce qu'on veut en faire, et je pense que c'est un petit peu à nous d'instaurer ces limites-là. En tout cas, je pense que ça peut être un levier passionnant et qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire dans cette spécialité-là dans les années à venir. Après, je pense aussi que tout ce qui est en lien avec les communautés d'apprentissage, le social learning, etc., eh bien, ça va aussi prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochaines années, dans le sens où, avec tout ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, eh bien, on a énormément utilisé le digital learning, mais sans prendre assez en compte l'accompagnement avec tout cet aspect communautaire, social, etc.
Alors les apprenants le faisaient souvent beaucoup par eux-mêmes, en utilisant des plateformes, des groupes de discussion, etc., mais sans que ce soit forcément proposé ou instauré par les équipes de formation. Alors, pas forcément parce que c'était pas une volonté de la part de ces équipes, mais par manque de temps, par manque de moyens, d'outils, on était un petit peu dans l'urgence, etc. Et du coup, je pense aussi qu'il va y avoir un certain retour au présentiel parce que ça a manqué à beaucoup de personnes. Mais c'est normal, hein, les interactions humaines en général ont manqué à beaucoup de monde. Et donc voilà. Alors après, c'est pas du tout pour ça que le digital learning va disparaître, hein, parce que c'est ancré dans nos pratiques et dans nos habitudes, et il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais je pense que du coup, la balance va se rééquilibrer un petit peu, et que nous, dans le digital learning, eh bien, il va falloir qu'on soit meilleur. Il va falloir que quand on est dans un côté 100% digital learning et donc en distanciel, eh bien, on ait des moyens d'accompagner les apprenants différemment. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de communauté d'apprentissage, de social learning, etc. Car je pense que c'est sûrement ce qui a manqué au digital learning ces dernières années. Puis ça se confirme un petit peu parce que c'est souvent maintenant ce qui est mis en avant, c'est un petit peu la tendance, on a besoin de ça en formation. Quelle est ta pire expérience en digital learning ? Ma pire expérience en digital learning, je pense qu'elle remonte à mes débuts. J'avais mis en place un parcours de formation hybride pour une nouvelle collaboratrice dans notre département. C'était un parcours à distance puisque la personne n'était pas dans le même pays que moi. Et j'avais prévu un temps raisonnable, une durée de 3 mois avec un parcours hybride. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Mais en fait, la personne avait peur de l'ordinateur. Elle n'était pas du tout à l'aise avec l'ordinateur. Et comme la formation portait beaucoup sur des outils, elle était complètement bloquée. Ce jour-là, j'ai découvert l'illectronisme. Et c'est quelque chose que je prends en compte maintenant quand je conçois mes formations. Ma pire expérience en digital learning, je pense que ça a été le fait que les apprenants n'ont pas été impliqués dans le projet. Et quand je dis que les apprenants n'ont pas été impliqués dans le projet, c'est-à-dire que tout a été pensé, mais sans forcément auditer en amont et analyser leurs attentes, leurs besoins, leurs difficultés, leur maîtrise des outils. Et je pense que par rapport à ça, on était passé vraiment à côté de quelque chose parce que on peut bâtir le meilleur dispositif d'apprentissage s'il ne répond pas en tout point aux besoins des apprenants. Non seulement ils ne vont pas se sentir concernés, ils ne vont pas se sentir engagés, et surtout ils vont y aller à reculons, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt être en position de subir l'apprentissage plutôt que de l'embraser et d'être pleinement motivé pour passer à l'action. Donc ça, je pense que en termes d'expérience en digital learning, le fait que ce ne soit pas bien pensé et centré autour de l'apprenant, c'est vraiment quelque chose qui a été, oui, je pense, une erreur, mais une erreur après qu'on l'a fait une fois, on la refait pas 2 fois parce qu'on sait que à côté de ça, on perd énormément de temps, on perd de la confiance aussi auprès des autres parties prenantes. Donc on mesure les conséquences de cette erreur stratégique-là et on en tire tout de suite des conclusions pour ne plus la réitérer. Alors, quelle est ma pire expérience en digital learning au sein d'une équipe ? J'ai pas forcément un exemple précis à te citer, mais c'est plutôt une situation qui peut arriver. Alors, j'espère que ma réponse, ça te conviendra. Mais je trouve ça toujours extrêmement dommage et frustrant quand les différents intervenants, les différents acteurs qui se retrouvent impliqués au sein d'une formation, eh bien, travaillent en silo. C'est vraiment dommage parce qu'on se prive clairement des connaissances et des compétences qu'on peut s'apporter les uns les autres. Alors heureusement, ça n'arrive pas dans la majorité des cas,
Mais quand ça arrive, je trouve ça vraiment, vraiment très très dommage, parce que dans ces cas-là, on oublie complètement les principes de co-conception, de co-développement, les intelligences collectives, etc. Et c'est dommage parce que souvent, quand toutes les parties sont là et que toutes les personnes sont réunies et travaillent ensemble, on arrive à faire des choses fabuleuses. On a des interactions qui sont vraiment superbes. Alors que quand on travaille en silo, de façon très descendante comme ça, on passe souvent à côté de belles choses. Je vais prendre un petit exemple pour schématiser, mais ça arrive très souvent dans un processus de formation e-learning que l'intégrateur d'une formation en ligne, il arrive en bout de ligne de production, et c'est-à-dire que tout le travail fait en amont, comme l'analyse, la conception, etc., sont déjà faits, et donc on lui donne un storyboard avec des instructions, et on dit, il faut faire ça. Alors déjà, la personne, entre guillemets, qui passe commande auprès de l'intégrateur, il faut mieux qu'elle ait une sacrée expérience et de bonnes connaissances des outils, parce que justement les outils ils évoluent très vite, et l'intégrateur, lui, il connaît très très bien son métier. Et donc il va sûrement penser à des idées auxquelles le concepteur, l'expert métier, etc., eux n'auraient pas pensé. Et deux, c'est aussi dommage pour l'intégrateur, parce que au bout d'un moment, il va se lasser de recevoir des commandes et de juste les exécuter, ou pire encore, il peut recevoir des commandes qui ne sont pas réalisables. Donc ça va créer de la frustration, il va falloir retourner à la table de travail, etc., etc. Alors des exemples comme ça, il peut y en avoir plein d'autres. Moi, je t'ai pris celui-ci parce que je l'ai vécu à mes tout débuts quand je faisais uniquement de l'intégration. Maintenant, les choses ont bien changé parce qu'il y a toute la phase de conseil et stratégique que j'adore faire et d'accompagnement. Mais c'est vrai que quand je travaille sur un projet comme ça avec différents acteurs, je fais toujours attention à ce genre de situation. Alors c'est peut-être pas ma pire expérience, mais je pense que c'est une des pires situations dans lesquelles on peut se retrouver au sein d'une équipe ou d'un projet digital learning. Quel est le projet dont tu es la plus fière ? Pourquoi ? Le projet dont je suis la plus fière, c'est sans doute un projet de sensibilisation à la pollution digitale. Il s'agissait essentiellement d'une classe virtuelle et de micro-learning. Et ce qui m'a vraiment apporté beaucoup de fierté, c'était d'une part d'apporter de la simplicité sur un sujet qui est plutôt complexe, et d'autre part de voir mes collaborateurs adopter de nouveaux réflexes, et ce très rapidement. On l'a mesuré juste après, et c'était vraiment une grande, grande fierté d'avoir contribué. Le projet pour lequel je suis la plus fière, je pense qu'il y en a pas en fait. Il n'y en a pas vraiment parce que dans tous les projets que je menais, j'ai toujours été impliquée. Après, je pense qu'en termes d'attendus et de résultats, il y a un projet pour lequel effectivement j'ai beaucoup aimé travailler, c'était sur de la réalité virtuelle, parce que c'était justement pour un public qui n'a pas l'habitude de manipuler un ordinateur, qui n'a pas de connexion Internet. Et c'est vrai que d'offrir ces possibilités d'apprentissage à des personnes qui connaissent malheureusement la fracture numérique, qui sont éloignées de ces technologies-là, et de venir à elles en mode anticipation, on va dire, pour leur proposer quelque chose d'innovant qui va les rassurer et qui va leur permettre aussi, avec la technologie, d'appréhender un univers qu'ils connaissent et de leur permettre de se former. Je trouve ça extraordinaire parce que ça, non seulement ça les fait sortir un petit peu de leur zone de confort, de deux, ils apprennent des nouvelles choses, et de trois, en fait, comme ces choses-là, ils sont en situation de simulation, ils sont plus à même de les retenir parce qu'ils auront simulé le geste. Et c'est ça que je trouve ça bien, en fait, c'est le fait d'apprendre en faisant, de se questionner. Dans ce parcours aussi, il y avait des quiz, il y avait des retours texte et audio, donc c'est vrai que tous les sens un peu sont mobilisés. Certes, c'est court, mais justement, c'est court et impactant, et je pense que c'est ça aussi qui les a frappés, de se dire que c'est un module qui leur permet vraiment de pouvoir apprendre sur un court laps de temps, et ça, c'est très bien parce que ça répond aussi à leurs contraintes de temps, tout en
capitalisant vraiment sur le peu de temps en fait qu'ils ont. Donc je pense que pour moi ça a été l'une des meilleures expériences sur lesquelles j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Alors le projet dont je suis le plus fier, c'est pas facile parce que j'ai eu la chance d'avoir des super projets au boulot quand j'étais salarié et pareil en tant qu'indépendant. Donc il y aurait plusieurs projets qui me plairaient. J'avoue quand même que ça m'avait fait très plaisir dans un précédent emploi quand on nous a dit à mon équipe qu'on avait amené la formation en ligne à un autre niveau et qu'on avait changé un petit peu ça dans l'entreprise et pour les apprenants. Et donc on avait apporté une sorte de renouveau et un côté assez novateur dans la formation en ligne. Ça m'a fait extrêmement plaisir car ça venait directement des apprenants et aussi de notre direction qui le ressentait. Donc c'était vraiment un retour très très chouette, c'est le genre de compléments qui font plaisir parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Puis sinon sur quelque chose d'un petit peu plus récent et personnel, moi je suis très content de ce que je mets en place avec e-learning impact. Alors ça reste quelque chose d'assez modeste, mais si tu veux, je suis content parce que c'est moi qui crée mon contenu basé sur mes expériences et puis c'est moi qui le transmets. Donc du coup, je suis plus seulement un vecteur, mais j'ai aussi mes compétences que j'essaye de transmettre et donc c'est super gratifiant puis c'est super chouette comme expérience. Je reçois des bons retours, j'ai des messages très sympas, parfois on me demande des interventions, etc. Donc ouais, ça c'est une super aventure. C'est exigeant, ça demande pas mal de temps, mais je suis vraiment content d'avoir mis ce projet-là sur pied et de voir que ça plaît. Quelles sont selon toi les qualités pour réussir en tant qu'ingénieur pédagogique ? Alors pour moi, les qualités pour réussir en tant qu'ingénieur pédagogique, c'est en premier la curiosité, l'envie d'apprendre, apprendre des experts, mais aussi apprendre à connaître les apprenants, apprendre pour s'ouvrir, pour toujours se perfectionner dans son métier. Donc être curieux, ça c'est vraiment la base et celle que je retrouve avec tous ceux avec qui je parle et qui font le même métier. Le deuxième point, la deuxième qualité, ce serait la créativité. Pouvoir avoir la capacité de se nourrir de plein de sources d'inspiration différentes pour faire ensuite naître des idées de scénarios pédagogiques notamment qui vont rendre la formation vivante et impactante. La troisième qualité, ce serait l'empathie. Pouvoir penser le parcours de formation par les yeux de l'apprenant pour comprendre ses blocages et lui permettre de les dépasser. Les qualités pour réussir en tant qu'ingénieur pédagogique, je pense que ce serait déjà l'écoute. L'écoute parce que on est face à un client qui exprime un besoin avec son contexte, avec la culture de son entreprise, avec les difficultés, les contraintes techniques, parfois un peu poétiques, les contraintes aussi pédagogiques qui peuvent exprimer les équipes de formateurs. Donc je pense que déjà, bien comprendre l'environnement dans lequel on va être amené de travailler, donc pas forcément simplement l'environnement de formation, mais le contexte global, vraiment de pouvoir s'immerger un petit peu et de pouvoir interroger aussi. Donc c'est pour ça que l'écoute est très importante parce que il y a cette première phase où on va aller vraiment en phase de recherche, de questionnement pour comprendre comment en fait fonctionne l'entreprise, quelle est la culture apprenante. Et ça, je pense que sans un sens de l'écoute, c'est vraiment compliqué. Une deuxième qualité pour moi qui est importante aussi, c'est aussi d'avoir cette vision globale parce qu'en fait, on va emmener vraiment, que ce soit si c'est une personne seule ou un département ou toute une entreprise, c'est vrai que faut avoir aussi une vision globale de la stratégie pour pouvoir les amener en fait vers quelque chose de beaucoup plus concret et en l'occurrence un dispositif de formation en ligne. Donc pour ça, je pense qu'il faut prendre de la hauteur aussi et savoir aussi questionner, je dirais intelligemment, son interlocuteur par rapport aux pratiques qu'il mène, par rapport à la pertinence aussi des outils, du mode de fonctionnement,
sans être dans le jugement, vraiment sans être dans le jugement, mais au contraire plutôt d'être dans la reformulation et dans la proposition, en proposant plusieurs alternatives et par rapport à ces alternatives-là, savoir qu'est-ce qui sera le plus adapté à l'entreprise qui exprime un besoin de formation en ligne. Et une troisième qualité pour moi qui est importante, et je pense qu'on va beaucoup la retrouver, c'est la créativité, parce que si ces organisations aussi font appel à nous, c'est bien sûr pour un besoin pédagogique, mais aujourd'hui, la pédagogie seule, on ne va pas aller très loin. La pédagogie, il faut qu'elle soit appliquée à des dispositifs, il faut qu'elle soit appliquée aussi à des outils. Et pour cela, pour se démarquer aussi, pour que ça en fasse une expérience très riche et qui puisse marquer les apprenants de façon positive, pour moi, la créativité, elle est importante parce que c'est aussi se questionner sur les bonnes modalités pédagogiques. Donc ça aussi, ça fait preuve de créativité. Sur les bons outils, quelle est la pertinence des outils, mais aussi en termes de graphisme, de design, même si ça peut paraître plus secondaire, de savoir vraiment quelle identité visuelle, comment repenser aussi l'identité visuelle adaptée à un écran, comment en termes aussi d'accessibilité aussi on peut rendre aussi les choses créatives. Voilà, donc pour moi aussi la créativité pour un ingénieur pédagogique, elle est importante, peut-être pas au même titre qu'un concepteur, mais surtout pour bien se re-questionner et savoir quoi mettre exactement dans chaque case, et même pour tout le scénario, pour embarquer les apprenants, créer une histoire. Mais il faut aussi de la créativité pour cela. Alors, quelles sont les qualités pour réussir en tant qu'ingénieur pédagogique selon moi ? Je pense qu'avant tout, il y a beaucoup de qualités qui vont être basées sur les compétences personnelles, en fait, tout ce qu'on appelle les soft skills. Et je pense que c'est fondamental parce que c'est des humains qu'on a en face de nous, si tu veux. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors après, dans ces compétences-là, il pourrait y en avoir beaucoup. Si je devais en cibler que quelques-unes, je dirais que premièrement, ce qui est très important, c'est l'écoute, qui est fondamentale pour recueillir toutes les informations et faire des bonnes analyses, etc. Donc il faut avoir une bonne écoute active, il faut reformuler pour être sûr qu'on a bien compris les attentes, les besoins, etc. Et que ce soit autant pour ce qui touche les apprenants que les entreprises, les experts, les moyens qu'on met en place, etc. Ensuite, en numéro 2, je dirais que c'est la créativité, car si on veut apporter des bonnes solutions, faire une bonne conception pédagogique, utiliser les bons supports et les outils, etc., eh bien, il faut être créatif. Et il faut être curieux, parce que cette créativité, eh bien, il faut la nourrir. Donc ça se travaille, il faut faire de la veille, etc. Et enfin, si on ne devait en citer que 3, je sais que tu m'as pas imposé de limite, mais moi je m'en mets une parce que c'est ça, pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Eh bien, je dirais, la troisième, ce serait l'adaptabilité. Parce que quand on est en phase de conception, de développement, d'évaluation de ce qu'on fait, eh bien, il peut y avoir un certain nombre d'itérations et il ne faut pas hésiter à revenir à la table de travail, il faut prendre en compte les avis des différentes parties, etc. Et un projet, ça peut changer en cours de route et donc il faut savoir s'adapter et c'est pour moi quelque chose d'essentiel en formation. Et puis enfin, si on devait avoir une compétence maîtresse, si on veut, qui vient un petit peu chapeauter toutes les soft skills en général, eh bien, je dirais qu'il faut savoir apprendre à apprendre. C'est hyper important dans notre domaine parce que justement, notre domaine, il touche l'apprentissage et donc ce serait un petit peu un non-sens pour nous, les professionnels, de ne pas être dans cette démarche d'apprentissage nous-mêmes. Évidemment, tout ça, toutes ces compétences humaines, elles doivent être appuyées par les fondamentaux de la pédagogie, de l'andragogie, etc., parce que c'est le socle de notre métier, et puis par certaines compétences un petit peu plus techniques en fonction des modalités qu'on va utiliser ou des modalités dans lesquelles on va se spécialiser en tant que professionnel. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui me semble important quand on veut être ingénieur pédagogique. Et je pense que c'est les soft skills et notre personnalité qui font qu'on va être un bon professionnel unique dans notre approche et dans notre façon de faire. Dans quelle mesure ce métier t'a-t-il permis d'évoluer en tant que personne ? Me lancer en tant que conceptrice pédagogique freelance m'a vraiment permis de grandir, dans la mesure où j'ai dû aller creuser en moi pour
exprimer ma différence, mes valeurs, comment je veux contribuer au monde par mon métier. Et il en est ressorti que j'avais vraiment une forte dimension humaine dans ma manière de travailler, dans la co-création des formations, dans l'engagement par des histoires, mais aussi un fort intérêt pour préserver la planète. Et donc, j'ai vraiment un gros axe de développement sur la sobriété numérique également. Dans quelle mesure le métier d'ingénieur pédagogique m'a-t-il permis d'évoluer en tant que personne ? Je pense que déjà, au niveau de la posture, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, dans le sens où j'apporte vraiment des solutions à des personnes qui n'ont pas cette compétence de pouvoir vulgariser des connaissances, qui n'ont pas cette méthodologie-là. Et quand on est face aussi à des personnes qui ont des grands enjeux, qui sont embarquées dans des grands projets, et de savoir que leur confiance en fait repose, qui nous octroient un petit peu, nous accordent leur confiance justement pour les aider à mener à bien ces projets-là, je pense qu'on sent aussi le poids des responsabilités. Et pour moi, je trouve ça non seulement challengeant, mais aussi le fait de se dire que notre posture est amenée à évoluer, parce que on travaille en tant qu'ingénieur pédagogique, mais dans mon cas, je ne suis pas qu'ingénieur pédagogique, parce que je fais aussi de la conception, mais je fais aussi de la gestion de projet. Et c'est vrai que de pouvoir réadapter plusieurs casquettes en fonction du besoin du client, donc ça peut être un client interne ou externe, peu importe, mais c'est vrai que en termes de posture, ça change énormément. Ça nous aide aussi à nous professionnaliser encore plus, à formaliser encore plus les choses. Et c'est vrai que c'est des choses que le fait de formaliser, de bien tout retranscrire, toutes les étapes, produire des livrables aussi. Alors, pas produire des livrables pour produire des livrables, mais produire des livrables vraiment qui vont servir et qui vont aider aussi le client à pouvoir mettre en application en fait toute la méthodologie qu'on lui apporte aussi dans l'accompagnement qu'on peut lui prodiguer. Donc ça, c'est important. Ensuite, je dirais aussi en termes aussi de positionnement, parce que je pense que quand j'ai commencé à me lancer l'année dernière, j'avais un certain positionnement, et que petit à petit, il est en train d'évoluer. Et c'est ça aussi qui me plaît, parce que mon métier n'est pas figé, et bien au contraire. Et c'est ça aussi qui me plaît dans le fait d'être ingénieur pédagogique, c'est que on apprend tous les jours, on fait de la veille aussi pour se tenir informé des nouvelles tendances. On réseaute aussi entre nous avec les autres ingénieurs pédagogiques. Enfin, je dis on, mais moi dans ma pratique, c'est comme ça que je le vois, parce que je pense aussi que l'apprentissage entre pairs est fondamental dans notre métier. Et par le fait de partager des pratiques, par le fait de nous enrichir, par le fait de bénéficier de retours d'expérience aussi, les uns les autres. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça m'a permis d'évoluer, parce que je pense que si je retournais quelques années en arrière, jamais je n'aurais pensé à arriver déjà là où j'en suis, modestement. Et je sais que j'ai encore une marge de progression qui est énorme. Et c'est ça aussi qui est intéressant, de se dire que on n'a jamais fini d'apprendre, en fait, on n'aura jamais fini, et qu'on a toujours cette marge de progression-là pour nous améliorer. Donc c'est très stimulant. Alors la dernière question, dans quelle mesure ce métier m'a-t-il permis d'évoluer en tant que personne ? Alors déjà, je m'estime extrêmement chanceux d'avoir accès à autant de connaissances. C'est un vrai privilège de travailler avec certains experts de contenu, avec certaines entreprises et des personnes qui ont des années d'expérience derrière elles, si tu veux. Je le vois vraiment comme une chance et comme un certain privilège, c'est ça. Et ensuite, c'est un métier qui me permet énormément d'évoluer et d'apprendre par rapport à l'autre, par rapport aux personnes qui nous entourent,
parce qu'on travaille avec des publics différents, qui ont des appétences différentes, qui viennent de milieux sociaux différents, etc. etc. Et donc, on apprend à s'adapter, on apprend à écouter et on apprend à apporter à l'autre ce dont il a besoin en fait. Donc, on apprend à se situer dans tout ça. On cultive notre empathie, on cultive notre écoute, tout ça, et d'un point de vue humain, c'est quand même formidable, je trouve. Et puis ça rejoint un petit peu la question sur les qualités que tu posais juste avant, en fait. C'est un peu une sorte de cercle vertueux, si on veut. Ces qualités, elles sont nécessaires pour notre métier, mais en même temps, on continue de les développer au fur et à mesure où on avance et on chemine dans ce boulot, donc c'est quand même super. Donc oui, c'est un métier qui me fait beaucoup évoluer en tant que personne, je trouve ça super chouette. Et puis tu vois, c'est ce métier qui fait faire aussi des rencontres, notamment des rencontres avec toi. Et puis toi qui poses des questions comme ça, qui sont importantes de se poser, je pense, quand on se fait ce métier. Et puis là, tu m'as confronté à certaines questions. Et tu vois, je trouve ça intéressant de faire l'exercice d'y répondre et de savoir où je me situe moi dans tout ça. Donc merci Delphine. J'espère que tu as apprécié cet épisode et que leurs retours ont pu t'éclairer ou t'inspirer. Je te souhaite pour ma part un très bel été et la création de beaux souvenirs, que tu partes ou non. Dernière info, tu as peut-être suivi que j'avais lancé un bêta-test pour les personnes qui souhaitent devenir freelance à travers un accompagnement à la fois formation et coaching. Je me suis aperçue que le coaching n'était pas forcément bien connu. Alors, bien que le podcast soit en pause cet été, j'ai décidé de te proposer une expérience de coaching gratuite pendant l'été si ça te dit. J'ai ouvert plusieurs créneaux, alors disons que les séances sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Tu trouveras les infos dans les notes de l'épisode ou dans la description de mon profil sur LinkedIn. Voilà, cette fois j'ai tout dit, encore bel été à toi et on se retrouve à la rentrée.